Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Dans un essai mingi, Nabino, entretien et allélo, Toyambi pour Nabino. Martin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala kaba réflexion ya bien pour mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. La déclaration du mouvement Extinction Rebellion face à la vente des blocs pétroliers et gaziers congolais et les négociations pour intégration dans le projet dévastateur EACOP. En date du 28 juillet 2022, la RDC avait lancé des appels d'offres concernant 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Ces appels d'offres avaient suscité plusieurs controverses au sein de nombreuses organisations de la société civile, tant au niveau national qu'international, dans le secteur de l'environnement et des droits humains. Les critiques ont mis en avant le manque de transparence du processus d'enchère, ainsi que les risques environnementaux et sociaux liés à l'exploitation des hydrocarbures, surtout en cette période où la planète fait face au changement climatique. La combinaison des fossiles libère des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, accélérant ainsi le changement climatique. Elle libère également d'autres polluants tels que les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre et les particules fines nuisibles à la santé humaine et à l'environnement. Plusieurs pays subissent déjà les graves répercussions du changement climatique, notamment la sécheresse, les inondations, l'élévation du niveau de la mer et les cyclones. Actuellement, la ville de Kalemi est frappée par des inondations dues à la montée des eaux du lac Tanganyika. Et d'ailleurs, il est important de rappeler que Kinshasa aussi, beaucoup de ces quartiers étaient sous les eaux à cause des inondations ou la montée des eaux du fleuve Congo. Pour inverser cette tendance, plusieurs pays ont pris conscience de l'urgence de réduire la production de gaz à effet de serre, à l'instar de l'accord de Paris. Cet accord, adopté en 2015 par 196 pays lors de la COP 21, est un traité international juridiquement contraignant sur le changement climatique et a été salué comme un accord historique marquant une étape importante dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, nous estimons que la mise sur le marché de ces blocs constitue une entrave aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en RDC. Pour le gouvernement congolais, la mise sur le marché de ces 30 blocs pétroliers et gaziers représente une occasion de transformer l'une de ces ressources naturelles en richesse, contribuant ainsi à l'augmentation du budget de l'État. Mais nous, organisations de la société civile et mouvements des jeunes, considérons que cette exploitation ne sera pas la solution miracle aux problèmes économiques congolais. La RDC, contrairement à plusieurs pays qui n'ont que le pétrole comme richesse, dispose d'une diversité de ressources capables de booster son développement tout en assurant la durabilité. Par exemple, selon un rapport du CAFI, donc Central African Forest Initiative, la RDC est potentiellement à la septième puissance agricole au monde grâce à son immense potentiel en terres arables, à sa grande diversité climatique, son réseau hydrographique et son potentiel en termes d'irrigation, de pêche et d'élevage. Il est donc possible de booster l'économie de la RDC
en promouvant une agriculture durable et adaptée. Nous avons trouvé de nombreuses incohérences dans le processus de vente de ces blocs pétroliers tels que A. Sur le plan procédural et légal. Le premier point, l'incohérence entre le nombre de blocs approuvés à la 48e réunion du Conseil des ministres du 8 avril 2022 qui avait prévu 16 blocs gaziers et pétroliers et celui publié dans les appels à manifestation qui s'étend à 30 blocs gaziers et pétroliers. Ceci va à l'encontre du principe selon lequel le Conseil des ministres assure le contrôle et la régulation de la procédure d'appel d'offres en raison du caractère stratégique des ressources en hydrocarbures. Deuxième point, l'absence de documents stratégiques de gouvernement quant aux hydrocarbures. L'inexistence d'une politique nationale en matière d'hydrocarbures comme prévu par la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures. L'article 11 stipule que le gouvernement élabore et met en œuvre la politique nationale en matière d'hydrocarbures. À cet effet, il fixe les orientations générales en matière de gestion et de mise en valeur de processus des ressources d'hydrocarbures et d'approvisionnement régulier et suffisant en produits pétroliers pour couvrir les besoins sur l'ensemble du territoire national. Ces orientations sont intégrées dans la politique de développement national. Il assure en outre la promotion de la transparence, de la bonne gouvernance et veille à la protection de l'environnement dans les activités d'hydrocarbures, tant en amont qu'en aval. Point 3. L'attribution des blocs pétroliers en dehors du processus d'aménagement du territoire en cours en RDC. Ceci constitue un problème pour le développement harmonieux et durable du pays, en allant dans le sens d'une gestion cohérente et durable de l'espace et des ressources naturelles. Cette mise sur le marché pourrait entraîner une multitude de conflits d'usage entre secteurs. Le point suivant, les superpositions par rapport aux droits acquis. Les concessions forestières, concessions foncières, concessions agricoles, concessions forestières des communautés locales, etc. L'absence de l'administration sectorielle et la faible capacité de l'administration dans les zones concernées. En tant que ministère à part entière, il est jeune, avec une administration qui se déploie progressivement. Elle n'est pas présente dans toutes les provinces et ne dispose pas, dans la plupart des cas, des experts nécessaires, ingénieurs en gaz et pétrole, impact environnemental, social, et j'en passe. Le point B, sur le plan écologique plutôt. L'absence d'une étude d'impact environnemental et social prouvant que l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures ne nuit pas à la conservation des spécimens des espèces de faune et de flore et de l'habitat naturel. La RDC, avec un massif forestier d'environ 155,5 millions d'hectares, soit 10% des forêts tropicales de la planète et plus de 60% des forêts du bassin du Congo, est le deuxième pays ayant la plus vaste forêt tropicale humide au monde. Elle regorge également d'importantes réserves d'écosystèmes naturels, constituées de nombreuses espèces endémiques de faune et de flore. La RDC est classée au 5e rang au niveau mondial pour sa riche biodiversité. Ainsi, toutes les activités extractives sans les études d'impact environnemental et social EIS préalables seraient donc catastrophiques. La superposition de certains blocs pétroliers avec les aires protégées, le parc marin des mangroves à Mwanda, Banana, le parc national du Pemba et le parc national de Virunga,
les tourbières et les zones à haute valeur écologique, la superposition des blocs sur les aires protégées et les zones à haute valeur écologique violent la loi sur la conservation de la nature de 2014 en son article 1er alinéa 2 qui stipule que l'État établit un système national d'aires protégées et des sites où des mesures spéciales sont prises en vue de lutter contre toute intervention susceptible d'en altérer l'aspect, la composition et l'évolution aux fins d'assurer la conservation de la biodiversité et des monuments naturels d'intérêt national. L'analyse minutieuse de cette disposition légale démontre que les activités des hydrocarbures, tant en amont qu'en aval, ont pour conséquence logique d'altération des aires protégées. Ceci est également soutenu par les dispositions de l'article 25 de la loi susmentionnée qui précise que toute activité incompatible avec les objectifs de la conservation est interdite dans les aires protégées, sous réserve des dérogations prévues par la présente loi et nul tout droit accordé dans les limites des aires protégées et leurs zones tampons. Le point C, sur le plan socio-économique. L'absence de consultation libre informée préalable, CLIP, auprès des communautés locales et autochtones qui seront affectées par des projets. L'article 46 de la loi numéro 22/030 du 15 juillet 2002 stipule que le pouvoir central, la province et les ETD consultent les peuples autochtones pygmées concernés et coopèrent par l'intermédiaire de leurs représentants dûment choisis par eux-mêmes en vue d'obtenir préalablement leur consentement libre et informé avant toute mise en valeur, l'utilisation ou l'exploitation des ressources minérales, hydriques, pétrolières ou autres sur les terres qu'ils possèdent, occupent et utilisent traditionnellement. D'après les expériences d'autres pays africains, les risques d'expropriation des communautés sur leurs terres entraîneront des tensions particulièrement dangereuses dans les régions post-conflit comme l'Est de la RDC. L'exploitation des ressources minières à l'Est de la RDC a déjà démontré les liens existants entre l'exploitation des ressources naturelles et les conflits. Les expériences dans d'autres pays en général et en particulier dans les pays en voie de développement ont montré que l'exploitation pétrolière ne profite qu'aux multinationales et à une partie des personnes hautement positionnées au sein des gouvernements et de l'administration. En date du 2 novembre 2022, the Bureau of Investigative Journalism et d'autres médias ont publié un rapport montrant comment une entreprise, Alphagiri Energy, créée en janvier 2002, quelques semaines seulement que la RDC ait annoncé son intention de vendre aux enchères une série de blocs pétroliers. Un an plus tard, cette société peu connue a obtenu les droits sur un bloc de gaz dans le lac Kivu, qui contient de grandes quantités de gaz malgré son manque total de références et d'expertise pour le travail à accomplir. Étant donné qu'Alphagiri avait été créé 10 mois auparavant et ne pouvait pas fournir les 3 années de comptes exigées par la loi pour passer à l'étape suivante. Le même rapport explique qu'à peine 15 ne soit annoncé comme soumissionnaire qualifié, le ministre des Hydrocarbures s'était rendu à Calgary au Canada où lui et M. Christian Amouli, président directeur général d'Alphagiri, se sont exprimés lors d'un déjeuner de promotion des opportunités dans les hydrocarbures en RDC. Cela, à lui seul, a soulevé des questions selon une source proche du dossier qui a déclaré qu'il était inapproprié pour M. Bidjumbu de rencontrer une des sociétés soumissionnaires à ce stade du processus, chose qui laisse beaucoup de doutes.
Depuis le mois de mai 2023, nous avons appris par le compte X de M. Didier Budimbu, alors ministre congolais des hydrocarbures, que la République démocratique du Congo négocie avec le gouvernement ougandais pour son intégration dans le projet EACOP, qui veut dire Oléoduc d'Afrique de l'Est en français, afin de profiter du transport de pétrole du Graben albertain du côté congolais. Le projet EACOP subit une forte opposition de la part des communautés locales ougandaises et tanzaniennes. S'il voyait le jour, ce pipeline colossal deviendrait le plus long oléoduc chauffé du monde, soit 1444 km avant l'ajout de la partie congolaise. Total Énergie, le géant multinational français du pétrole, est l'instigateur principal de ce projet. À ses côtés, une autre multinationale de l'État, la China National Offshore Oil Corporation, CNOOC. EACOP menace de déplacer plus de 100 000 personnes en Ouganda et en Tanzanie. Des milliers de familles, d'agriculteurs et d'éleveurs ont déjà vu leurs moyens de subsistance perturbés par ce projet. S'il est autorisé à se construire, l'oléoduc mettra également en péril les ressources en eau et les zones humides en Ouganda et en Tanzanie. Il traversera plus de 200 rivières ainsi que le bassin du lac Victoria, dont dépendent plus de 40 millions de personnes pour leur eau potable et leurs productions alimentaires. Un seul déversement ou une seule fuite pourrait avoir des effets catastrophiques sur ces sources d'eau douce vitales et sur les millions de personnes qui en dépendent. La probabilité d'un déversement ou d'une fuite est élevée, non seulement en raison de dommages accidentels ou d'un mauvais entretien, mais aussi parce que l'oléoduc traversera une zone sismique active qui connaît régulièrement des tremblements de terre. Comme si cela ne suffisait pas, Total Énergie et ses partenaires ont opté pour l'option la moins coûteuse, à savoir le creusement des tranchées à ciel ouvert pour la quasi-totalité des traversées d'eau, au lieu de respecter les meilleures pratiques de l'industrie. Les processus d'acquisition des terres et de réinstallation pour l'EACOP et les champs pétrolifères associés ont déjà commencé. Et les communautés font état d'un manque de transparence et de retard dans les compensations, ce qui a eu un impact sur les moyens de subsistance, a exacerbé l'insécurité alimentaire et a perturbé la fréquentation scolaire. Les propriétés des terres locales qui résistent à ce processus ont été victimes d'intimidation et de manipulations, les obligeant à céder leurs terres en échange d'une indemnisation dérisoire. Tous ces impacts ont des effets genrés nuisant de manière disproportionnée aux femmes et aux filles de la région. Les multinationales ont fait toutes sortes de promesses vides aux populations de l'Ouganda et des pays voisins. Mais en réalité, ce projet ne vise qu'à extraire le plus de profits privés possible. Près de 11 millions de tonnes de pétrole seront transportées dans l'oléoduc chaque année. Quand elle sera brûlée, cela sera équivalent à jusqu'à 34,3 millions de tonnes de CO2 supplémentaires chaque année, soit bien plus que les émissions de gaz à effet de serre combinées de l'Ouganda et de la Tanzanie. Finalement, le projet multipliera par 7 les émissions de l'Ouganda. Les preuves scientifiques nous indiquent de manière accablante qu'il nous reste environ une décennie pour réduire considérablement nos émissions de carbone si nous voulons éviter un changement climatique catastrophique. D'après le rapport de GIC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, et la communauté scientifique,
plus aucun nouveau projet pétrolier et gazier ne doit démarrer pour espérer limiter l'augmentation des températures à plus de 1,5 degrés Celsius. C'est pourquoi Extinction Rébellion se positionne aux côtés d'autres organisations de la société civile locale congolaise pour s'opposer 1. à la vente des blocs pétroliers congolais, étant donné que tous les processus préalables légaux, le plan écologique et socio-économique n'ont pas été respectés. 2. L'intégration de la République démocratique du Congo dans le projet destructeur de l'East African Crude Oil Pipeline, EACOP ou oléoduc de l'Est, étant donné que le projet en soi est déjà rejeté par les communautés ougandaises et tanzaniennes à cause de nombreuses violations des droits humains et de la conservation de notre planète. Enfin, 3. Qu'une enquête minutieuse soit ouverte par l'IGF, l'Inspection générale des finances, sur le cas de vente des blocs pétroliers et gaziers et que la justice se saisisse d'office du dossier impliquant l'ancien ministre des Hydrocarbures, M. Didier Budimbo. 4. Que le gouvernement congolais investisse dans les domaines qui sont considérés comme des alternatives claires et durables pour notre pays et les générations futures, telles que les énergies renouvelables, le tourisme, l'agriculture, la pêche et le désenclavement de certaines zones du pays. Faite à Kinshasa le 31 mai 2024. Le gouvernement cherchait à se dédouaner et aussi à faire les yeux doux aux partenaires internationaux qui financent bien sûr son gouvernement pour des questions environnementales. Je l'ai lu tantôt qu'il y a des incohérences au départ sur la déclaration qui a été, ou la réunion qui a été présidée à l'époque par le président de la République, je crois la 48e réunion du Conseil des ministres, qui prévoyait la vente des 16 blocs pétroliers et gaziers. Mais au finish, c'est 30 qui sont en vente actuellement. Est-ce que nous pouvons déjà faire foi à son gouvernement qui d'abord a menti? Il y a cette incohérence. La deuxième des choses que nous devons comprendre, c'est que lorsque on exploite les mines et surtout le pétrole, il y a d'office les répercussions sur l'environnement. Ça, c'est une évidence. Surtout, là, je vais répondre en ajoutant aussi le pipeline qui va passer le pays jusqu'à l'est de la RDC, donc jusqu'au pays frontalier. Vous imaginez par où passera cet oléoduc, combien de ménages, combien de maisons, combien de villages seront affectés? Le budget de l'État, s'il faut répondre, nous l'avons dit, la vente ou l'exploitation pétrolière dans plusieurs pays démontre que, je l'ai aussi dit, démontre que ce sont une poignée d'individus qui sont dans la sphère hautement placée sur la question énergétique, par exemple, qui peuvent s'en servir et non vraiment le pays. Vous voyez? Donc ça, que le gouvernement cesse de nous tromper, de mentir, que voilà, il y aura le boosting, ou soit on va booster notre économie via l'exploitation du pétrole. Parce que nous avons pris l'exemple de certains pays aujourd'hui où la corruption n'est pas comme chez nous, mais il y a la corruption, il y a les pots de vin, et comment Total Énergie, que ce soit au Gabon, que ce soit, je crois, au Nigeria, comment il est en train d'exploiter le pétrole là-bas. Il n'y aura pas de différence avec le Congo. Et d'ailleurs, chez nous, ça risquerait d'être pire, connaissant le contexte de notre pays, avec des corruptions et des détournements des deniers publics qui ont fait, qui ne sont plus à démontrer, quoi. Voilà un peu, je ne sais pas si j'ai répondu. La dernière question, l'environnement, oui, bien sûr, lorsqu'on produit le pétrole, c'est l'une des ressources qui réchauffe le climat. Et donc, du coup, il y aurait effectivement un impact sur l'environnement. La superposition de aires protégées,
Nous avons cité des parcs nationaux, que ce soit à Virunga, que ce soit au Pemba, que ce soit le parc des mangroves naturels à l'ouest. Ce sont des aires protégées. Et vous allez vous rendre compte que les blocs pétroliers dont on cite se situent approximativement ou sont à l'intérieur de ces parcs. Voilà là où nous parlons, il y a superposition. Et lorsqu'il y a cette superposition, l'utilisation, la loi, nous l'avons aussi cité, ces différentes dispositions légales qui défendent d'aller pour faire l'utilisation, en fait, sinon on va détruire la faune et la flore. Une question sur l'impact l'impact socio-économique qu'aura ces projets sur la société ou encore sur les communautés locales. Il faudra noter qu'en 2015, les États, plusieurs États du monde, surtout les occidentaux, ont accepté de donner aux États africains 500 milliards de dollars. C'était une promesse, ils doivent le réaliser. Alors, déjà, il faudra savoir qu'avec ces 500 milliards de dollars, ça peut permettre aux États africains, mais aussi aux États qui sont des potentiels en termes de richesse ou en termes de ressources naturelles, de mieux gérer, mais aussi de mieux booster leurs économies. Il suffit juste que ces États africains, notamment la RDC, mettent la pression à ces bailleurs, à ces États qui ont pris l'engagement de débourser 500 milliards. Ça, c'était par rapport déjà à l'alternative. Des deux, s'il faut parler de l'impact socio-économique, il faudrait déjà noter que, premièrement, après expropriation, nous connaissons ce qui se passe dans notre pays. Parce que tous ces oléoducs vont passer dans des territoires occupés par des communautés locales. Et ces communautés seront obligées de quitter ces lieux-là. Et pour cela, on appelle ce qu'on appelle l'expropriation. L'expropriation suppose un dédommagement. Nous connaissons ici dans notre pays comment des familles peinent à trouver un dédommagement pour cause d'expropriation. Si pour la capitale, aujourd'hui à Kinshasa, l'expropriation se passe souvent sans dédommagement, à combien plus forte raison dans des zones rurales. Ça, c'est des 1. Des 2, les déplacements des populations que ce projet pourra créer. N'oublions pas déjà qu'avec la guerre à l'est du pays, parce que nous avions dit que ce projet a déjà un impact négatif sur la sécurité, mais aussi sur la stabilité de notre pays, de la partie est de notre pays, ça pourra encore créer plusieurs déplacés internes et externes dans notre pays. Ça, c'est le deuxième impact négatif que ça peut créer. Troisièmement, il y a l'absence de consultation pour ces projets. On dit en français, ce qui est fait sans vous n'est pas pour vous. L'État congolais doit arriver à prouver que dans ces projets, il a consulté les populations autochtones, il a consulté les communautés locales et a pris en compte tout ce que la population locale a pu émettre comme avis. Ça, l'État congolais doit le prouver. Par rapport aux superpositions, par rapport aux droits acquis, ça, il faut les noter. L'attribution des droits se diffère par rapport aux zones. Alors que dans les zones qui contiennent ces blocs pétroliers et gaziers, il y a des zones forestières, il y a des zones marécageuses, il y a des zones pour l'exploitation de l'élevage qui sont prévues. Cela renforçant encore fera en sorte que les multinationales profitent de plus que les communautés locales. Imaginons par exemple une multinationale qui a acquis par exemple un bloc gazier. Mais dans ces blocs gaziers, tout au long de ce chemin là où on va placer les oléoducs, il y a des concessions forestières. Il y a par exemple des zones pour l'élevage. Ça va bénéficier à ces multinationales là, en plus du bloc gazier qu'ils auront à bénéficier. Et on n'oublie pas les fameux cas de Glencore qui restent encore en suspense avec l'Israélien Dan Gensler. Ça, il faudra le noter. Donc, du point de vue impact socio-économique, nous avons démontré clairement que ça aura aussi un impact négatif. Et l'État congolais doit prendre ça en compte, doit prendre en compte les revendications de la société civile et aller plutôt vers ceux qui ont pris l'engagement de déverser les 500 milliards comme alternative à l'exploitation. Expliquer que la procédure n'était pas respectée, d'une part, et il y avait aussi des incohérences. Et d'autre part, que ce soit sur la procédure, que ce soit sur le plan écologique,
et même sur la socio-économique, il n'est pas facile, ou il n'est pas, enfin, ça n'a pas été respecté, cette procédure et ces différentes lois, de pouvoir vendre ces blocs pétroliers et gaziers. Si nous demandons à ce que la justice saisisse du dossier de M. Bidimbu, l'ancien ministre des hydrocarbures, c'est parce que nous estimons qu'il y a eu des cacophonies et nous voudrions savoir ou avoir la clarté sur ce dossier. Comment il a fait pour donner par exemple à Alpha Jiri le marché, pendant que Alpha Jiri ce n'était qu'une société à peine créée, qui n'avait même pas une année et pouvait avoir. Donc vous voyez, il y a eu des accointances. Est-ce qu'il y a eu ces coup de corruption, ou il y avait quoi exactement, on ne sait pas. C'est la raison pour laquelle nous, la société civile, nous demandons à ce que la justice puisse se saisir de ce dossier, mais aussi que l'IGF puisse mener des enquêtes afin de nous éclairer là-dessus. Pas de la haine contre sa personne. Il faudra noter que M. Didier Bidimbu était dépositaire du pouvoir public. C'est-à-dire qu'il a géré une portion du pouvoir. Et nous, en tant que citoyens, en tant que société, nous avons le droit de connaître ce qu'il a fait de ces pouvoirs-là. Ça, c'est des 1. Des 2, dans un pays sérieux, lorsqu'il y a plusieurs dénonciations, vous-même, vous l'aviez dit, que depuis 2022, plusieurs dénonciations se sont suivies juste pour ce cas-là de la vente des blocs pétroliers et gaziers. Il serait normal, dans un état sérieux et où il y a une justice indépendante, qui est le pouvoir judiciaire qui s'est saisi de l'affaire pour connaître ce que M. Didier Bidimbu a fait de ce pouvoir-là. Est-ce que la passation des marchés a été faite suivant toutes les procédures? Ça, c'est des 1. Des 2, est-ce que toutes ces sociétés-là sont régulières? Et nous pourrons voir par la suite. Et puis si l'IGF constate que ces dénonciations sont fondées, elle peut transmettre les dossiers à la justice. Donc il n'y a rien contre M. Didier Bidimbu. Par contre, ayant été dépositaire du pouvoir public, il mérite, ou encore nous méritons assez que nous connaissions ce qu'il a fait de ses pouvoirs publics en tant que citoyen. C'est aussi ça la transparence et le droit à l'information reconnu à tous citoyens dans un état normal.